l'interview du ministre Mouyaya. Pourquoi? Lorsqu'il se dit non, il devrait laisser l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda être consommée. Parce que là, la responsabilité de la fermeture de l'aéroport allait incomber au Rwanda et aux rebelles AFC. Avec un joueur. Et deuxième niveau, après avoir braqué, elle a eu l'argent, mais elle a été empêchée de sortir parce que la sécurité était là. Et il y a eu l'intervention policière et militaire qui est venue l'appréhender et l'argent a disparu. La tenue militaire. Un bon officier, ex-phase de l'époque, il ne pouvait pas porter son bébé lorsqu'il est encore en tenue. Aller au Kabadjadine, aller au camp Kokol, demander les officiers de l'OTAN. Il est strictement interdit, lorsqu'on est encore en tenue, de porter un bébé. On ne peut pas le faire. C'est la même chose. Cette dame, lorsqu'elle est en tenue, son mari ne peut pas l'envoyer. Lorsqu'elle est en tenue comme ça, tâche. Elle ne peut pas servir son mari à la maison. Et quelques jours après, après sa élection municipale, la Corbeille. Azali élu la Corbeille. Corbeille en France. Oui, la Corbeille. France continue. Oui, à la drapeau, il y a France. Comme elle va la mère, la Corbeille. Elle a signé partenariat. Après, la Corbeille a une assemblée. Pour signer partenariat France na Congo, la nouvelle jeunesse. Même si on l'a attrapé en flagrance délit, il n'est pas encore auteur d'une infraction du braquage. Tout à fait. Parce que si la médecine établit qu'il souffrait de la démence, elle bénéficie de ce qu'on appelle les causes de non-imputabilité. Et que si ce qu'il dit est vrai, et que la DGM ou la sécurité extérieure de notre pays, les mains de recherche des investigations, et établit la vérité, elle risque de répondre pénalement et elle sera déchue de ses fonctions comme ministre de la jeunesse. Vous voyez un officier dans la maison, il prend sa chemise avec des galops. Il sèche ça dehors. Si vous passez, vous êtes sous-gradé, vous devez saluer. Si vous ne saluez pas, vous allez répondre. Vous devez faire très attention. Vous parlez des cas d'Israël et Mutombo. Vous parlez des cas d'autres journalistes qui parlent par exemple que non, il y a beaucoup de généraux qui sont achetés, au lieu de, on parle de 50 000 hommes alors qu'on paye 50 000 hommes alors qu'au front il n'y a que 10 000 hommes. Mais on peut vous poursuivre pour ce qu'on appelle violation des secrets de la défense. C'est-à-dire, le secret de la défense, c'est une terminologie qui n'a pas un champ définitionnel. Dans notre coutume, les jours où vous allez faire l'armée, quand vous êtes recruté, on vous dit que toutes les bonnes lana, c'est pour vous. Mais on ne dira jamais à une femme recrutée que tous les beaux gosses seront pour vous. Mais on va vous dire que le corps d'une femme militaire n'est pas accessible aux civils. Parce qu'un civil est traité comme un vaurien, comme un illettré, comme quelqu'un qui est sale. C'est ça, c'est que lorsqu'on comprend quand on est dans l'armée. Même quand les militaires vous font des salis là avec honneur, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie constitutionnelle. Donc, hypocrisie constitutionnelle. oui. C'est-à-dire, maintenant pour un militaire, voir une femme militaire avec une tenue militaire, baiser un civil,
ça frise l'honneur. Je vous parle, nous sommes dans un champ culturel. Pourquoi au temps de Mobutu, à l'époque du maréchal Mobutu, lorsque l'AFDEL a pris Goma, Bukavu, Kisangani, Mobutu n'a pas pris la décision de fermer l'espace aérien. C'est tout simplement parce que les ex-FAS, les brevetés d'état-major, qui ont appris les droits de la guerre, ne pouvaient pas conseiller à Mobutu de le faire pour ne pas répondre demain comme auteur de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, lorsqu'on est soldat de troupes, on fait des cachots. Elle, comme elle est Agida, elle pouvait subir même ce qu'on appelle 45 jours d'Aza. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure vous allez nous suivre, mesdames et messieurs. Nous avons le réel plaisir d'accueillir pour vous le professeur Carlos Mopili, qui est un acteur de la société civile, mais aussi un enseignant dans plusieurs universités. Il est spécialiste des questions humanitaires, droits de l'homme, mais aussi juridiques. C'est avec lui que nous allons parler un peu du dossier. Comme vous l'avez suivi, le pasteur Coutinho vient de dire à travers une émission télévisée que sa fille, Grace Coutinho, actuelle ministre de la Jeunesse ici en République démocratique du Congo, a été déjà élue en France comme donc c'est là. Beaucoup de sources ont réagi, beaucoup de gens réagissent sur cette question. Il semblerait que la ministre de la Jeunesse, l'actuelle ministre de la Jeunesse, est un sujet français. Nous allons parler avec le professeur Mopili. Le dossier Honorine Porsche de l'Adjidad. Nous allons parler aussi avec le professeur Mopili. Comment lui, en tant qu'un expert de droits de l'homme, comment est-ce qu'ils ont vécu ce procès avec l'aide de droits de l'homme? Est-ce que le droit de l'homme est respecté? Est-ce que ça valait la peine que la justice puisse traiter des dames congolaises de cette manière? Nous allons parler aussi avec le professeur Carlos Mopili. Dossier violation de l'accord de Doha. Massad Boulos demande à Kinshasa et AFC M23 au respect de l'accord de Doha. Il semblerait que selon Boulos, Kinshasa et M23 ont violé systématiquement cet accord que la RDC est toujours en processus au niveau de Doha, parce qu'on a sur le projet de cet accord, nous avons suivi, il y a un point qui parle de cesser les faits, mais jusque-là, le fait continue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le professeur Mopili va nous en dire plus concernant cela. Patrick Mouyaya fait une sortie médiatique fracassante en disant que la réouverture de l'aéroport de Goma, ça dépend de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, si l'aéroport de Goma est toujours fermé, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas encore donné son go pour que ces derniers soient réouverts. Nous allons parler avec le professeur Mopili, nous allons demander au professeur Mopili si c'était le cas, pourquoi le gouvernement avait attendu jusqu'à ce que la situation arrive jusqu'à ce niveau et pourquoi ce go n'est pas donné pour que les autorités congolaises arrivent à Goma. Mais d'emblée, cet aéroport la réouverture est entre les mains du gouvernement congolais et contrôlé par les ennemis. Comment l'opinion publique et comment le professeur a accueilli cette version des faits des choses? Nous allons essayer un peu de parler avec
Le professeur Mopili, mesdames et messieurs, vous avez compris, le décor est déjà planté. Mais avant de recevoir notre invité qui est déjà avec moi sur le plateau, je vais demander à Derrick Lunkeba, le maestro, de nous balancer d'abord la vidéo de Pasteur Coutinho, où il affirme que sa fille est une Française. Comment une Française est devenue ministre en République démocratique du Congo? On va parler aussi. Maestro, prière aussi de nous balancer l'intervention de Patrick Mouyaya. La technique, si vous êtes prête. Mais ça sont bons. Non, Zali, à ce plat qui n'ont le jour où elle grâce à Zali, il a aidé à comme mais ça sont bons. Non, Zali, à ce plat qui n'ont le jour où elle m'a dit que la politique, c'était comme une blague. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux plus entendre ça. Et quelques jours après, à quoi peut sa élection municipale, la Corbeille. Azali élu, la Corbeille. Corbeille, en France. Oui, la Corbeille. Grâce continue. Oui, à l'aide de drapeau, il y a France. Comme elle va trouver un peu la mère, la Corbeille. Il y a autre signé partenariat. Attends, on a la Corbeille à une assemblée. Signé partenariat France na Congo, la nouvelle jeunesse. Merci beaucoup, Derrick Lunkeba, le maestro. Mesdames et messieurs, voici notre invité du jour, professeur Carlos Mopili, que nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Alias, bonjour tous les cyber-téléspectateurs. Comment vous portez? On est là, on se porte. C'est quoi sous la table? Je vois il y a quelque chose, il y a un ouvrage. C'est quoi cet ouvrage? Non, c'est mon ouvrage par rapport au le vôtre, c'est vous l'écrivain? Oui, c'est l'ouvrage que quand on parlera tout ce qui est de la publication de Madame Rass, on va faire appel à cet ouvrage. Merci beaucoup, professeur Mopili. On vient de suivre la vidéo de Pasteur Coutinho qui affirme que sa fille est une Française. Elle est élue au niveau de la circonscription de Corbeil. De Corbeil. Est-ce que le gouvernement congolais avait pris le soin de vérifier les dossiers de Grâce Coutinho et si ses propos s'avèrent vrais? Est-ce que la deuxième folie des questions, est-ce que c'est mal aussi qu'une Française devienne ministre ici en République démocratique du Congo? Parce que nous voyons ici, nous avons une dame congolaise, Lydia, qui est élue congolaise, mais élue à Bruxelles. Est-ce que c'est mauvais? Parce que la clameur publique, on en parle jusque-là, que Grâce est une Française. Oui, vous savez, en droit, il faut toujours être très réservé lorsque on veut aborder la question de comparaison. Parce que nous avons toute une discipline juridique sur les droits comparés. Et puis les droits comparés, ça peut être droit comparé pénal, droit comparé du numérique, et droit comparé ça dépend d'une affaire civile, tout consort. Voilà. Donc, il est vrai que certaines législations nationales consacrent la double nationalité, même triple nationalité. C'est-à-dire on peut détenir plusieurs nationalités et par conséquent on peut devenir député ou même président de la République. Si ça se passe ailleurs, il ne faut pas que les gens transplantent cette réalité ici au Congo. Parce qu'au Congo, on doit interroger notre constitution, les lois et les lois de la République et aussi même les critères. Donc chez nous, ne peut être ministre qu'un Congolais. Ne peut être ministre qu'un Congolais. Qu'un Congolais. Ne peut être président de la République qu'un Congolais d'origine. Donc, je pense qu'on a connu... Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers d'origine congolaise. Selon l'article 10 de notre Constitution, on ne peut pas être Congolais avec la double nationalité. Monsieur Elias, sur votre plateau, si vous rencontrez un invité qui vous dit non, tel ministre, tel député,
c'est un Congolais qui a des nationalités, il faut déjà admettre que c'est quelqu'un qui est ni lettré en droit de la nationalité. Au Congo, on est soit Congolais, soit on est étranger. Et si votre père ou votre mère est congolais et que vous avez acquis la nationalité étrangère, automatiquement, vous avez perdu la nationalité congolaise et vous devenez étranger d'origine congolaise. Ma soeur, Françoise Mpenzi, qui est à Noverez, elle est belge. Mais moi, son frère, je suis congolais. Elle n'est pas congolaise de double nationalité, non. Elle est étrangère, mais d'origine congolaise. Chez beaucoup. Donc, quand on est étrangère et d'origine congolaise, on ne peut pas occuper le poste de ministre. Non, et d'ailleurs, si vous détenez le passeport congolais, ok, sans qu'il y ait une décision au préalable, si vous détenez la carte de l'électeur accord, si par hasard on vous retrouve avec la carte de l'électeur, vous êtes répréhensif d'infraction qu'on appelle usurpation de la nationalité congolaise. Vous connaissez les cas de pauvre Chaloupa, le président du parti de métiers ici, Prince Penge. Voilà. Donc il y a une infraction d'usurpation de la nationalité congolaise. Donc, une infraction. C'est une infraction lorsqu'on est étranger d'origine congolaise et vous passez pour un Congolais. Là, que dit le code pénal? Mais le code pénal, c'est ça. Le code pénal parle d'infraction, c'est-à-dire d'usurpation de la nationalité congolaise. Ok. Et que si ce qu'il dit est vrai, et que la DGM ou la sécurité extérieure de notre pays, les mains de recherche des investigations, et établit la vérité, elle risque de répondre pénalement et sera déchu de ses fonctions comme ministre de la jeunesse. Au moins, avant d'être ministre, elle avait renoncé à sa nationalité française pour commencer la politique en RDC. Là, c'est autre chose. D'accord, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup à commenter là-dessus. Normalement, nous allons parler avant de parler, parce qu'on a vraiment presque 4 ou 5 sujets à discuter aujourd'hui, monsieur le professeur. J'aimerais qu'on échange un peu vraiment froidement, on échange approfondément, et même si le temps peut-être nous fera défaut. Vous avez suivi le procès Honorine Porche? Oui, j'ai suivi ça un peu superficiellement dans les médias. Et aussi de la Djidat? Oui, de la Djidat aussi, j'ai suivi les prononcés. Comment est-ce que vous... Là, je vais vous prendre dans votre casquette de spécialiste en droit, oui. En droit de l'homme. Oui, même le droit militaire, parce que j'enseigne les cours de droit. Vous enseignez le droit militaire, ok. Le droit militaire, oui, j'enseigne ça dans la faculté des sciences juridiques aujourd'hui. Que lecture faites-vous du début et la fin de ces deux procès? Et nous avions vu que Madame Ladjidat, après avoir été acquittée, bon, on peut parler de l'acquittement, parce que condamné à un sursis, c'était un acquittement. Je ne sais pas si on peut parler de l'acquittement, parce que, bon, même si elle a célébré son mariage, et depuis hier, vous voyez que les réseaux sociaux sont encore inondés avec ces vidéos, en tenue militaire encore, on s'embrassa avec son mari, devant les officiers de l'état civil et autres. Est-ce que maintenant, parce que la condition était que qu'elle ne pouvait plus faire cet acte, commettre cet acte au risque de partir en prison. Mais là, on a vu cet acte se reproduire encore. Comment est-ce que vous faites une analyse en profondeur, d'une manière sommaire de ces deux procès, vous, en tant qu'expert en la matière de droit militaire et droit de l'homme? Ok, merci. Ici, il faut dire d'abord, lorsqu'on parle de droit pénal, c'est une discipline autonome, rebelle.
et sa compréhension est un peu... Discipline pénale rebelle. Non, non, le droit pénal. Le droit pénal. C'est une sous-discipline Mhm. du droit judiciaire, ok, Mhm. qui a son autonomie dans son interprétation, dans sa compréhension. C'est pourquoi on parle que le droit pénal, c'est un droit rebelle. Un droit rebelle. Oui. Ok. Et ce n'est pas un droit facile comme tel. Parce qu'il faut concilier la volonté de réprimer un délinquant, mais tout en respectant ses droits, sa dignité humaine. C'est là où le droit pénal devient une discipline scientifique. Parce que réprimer un délinquant, tout le monde peut le faire. C'est ce que nous voyons parfois les rebelles, c'est comme on voit même n'importe qui confondre le droit pénal à la vengeance publique. Alors, je commence d'abord par Madame Honorine Laporche. Hein? La Porsche. Oui. La braqueuse. La braqueuse, présumée. Parce qu'elle n'est pas encore condamnée. Je n'entrerai pas dans le fond, parce que je suis professeur sur le plateau, mais de l'autre côté, je suis avocat. Il y a la déontologie, et on doit se réserver de faire des commentaires sur un dossier qui En cours d'instruction. Voilà. La question ici, c'est que, selon les faits, le résumé des faits, une Allemande d'origine congolaise, qui s'appelle Honorine Porsche, qui se dit qu'elle est sous contrainte financière et doit avoir 20 000 $, et puis elle vient ici, au lieu de demander En Allemagne. en Allemagne à l'épouse du chancelier allemand, elle est allemande, elle vient dans un pays étranger qui est la RDC, elle loge dans un hôtel, un flat, et puis elle prépare son coup pour venir braquer l'argent dans une banque prestigieuse de la RDC qu'on appelle Rabobank, station Victoire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller, elle est allée s'acheter un fusil, mais un jouet. Un jouet. Qu'elle va utiliser pour commettre son forfait. Mais la question maintenant, du droit, faut-il considérer un jouet comme une arme ou on peut parler de braquage avec un jouet? Et deuxième niveau, après avoir braqué, elle a eu l'argent, mais elle a été empêchée de sortir parce que la sécurité était là. Et il y a eu l'intervention policière et militaire qui est venue l'appréhender et l'argent a disparu. Et troisième niveau, soyez concentrés, hein, c'est des questions très techniques. Tout à fait. Et troisième niveau, le traitement qu'elle a subi être dénudé. Donc tout ce qui est comme atteinte proche au viol. Voilà les trois niveaux. Mais pour le premier niveau, ce que j'ai dit, le droit pénal, c'est un droit rebelle qu'on ne peut pas confondre avec un droit civil. Merci maître, je comprends qu'il y a beaucoup d'éléments. Parce que s'il faut peut-être aller en détail, peut-être on ne saura pas traiter tous les sujets qu'on doit traiter aujourd'hui. J'aimerais que vous abordiez un peu l'aspect un peu technique, un peu rapide, pour que nous comprenions un peu ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous avez appréhendé la déroulée de ce procès et de ces deux procès? Oui, c'est ce que je suis. Oui. J'ai dit seulement parce que je suis en train de ramasser la divergence de compréhension sur le plan juridique. Faut-il parler de braquage alors qu'elle a utilisé un jouet?
Ok. La question, c'est là la question plus fondamentale. Ok. Ici, ces jouets-là, si c'était reconnu que c'est un jouet, le braquage n'aurait pas lieu. Ok? Et si elle venait sans ces jouets-là, elle n'aurait pas réussi à braquer et à neutraliser la sécurité. Donc, en droit pénal, dans son interprétation rebelle, ces jouets-là n'est pas à confondre avec la nature juridique lorsqu'on parle de droit civil. Lorsqu'on est en droit civil, les jouets-là a une nature de jouer d'une chose, ok? Mais lorsqu'on est en droit pénal, on voit l'utilité et la fin. Donc, en droit pénal, ça dépendra du juge. Il peut considérer ces jouets-là comme une arme. C'est là où je disais, le droit pénal, c'est un droit autonome. Je donne l'exemple avec les domiciles. On parle de violation à domicile. Quand on est en droit civil, on voit les domiciles et on voit la maison. Mais si même un chèque dort dans une épave d'une voiture, et on connaît que c'est là où il dort chaque jour, si vous venez entrer dans cette épave-là, cette carcasse-là, vous serez poursuivi pour violation à domicile. Vous, alias, vous êtes journaliste, mais il y a des embouteillages, vous descendez, vous commencez à faire, à réguler la circulation de la route. Comme Israël Mutombola fait récemment. Bon, mais si vous commettez une infraction, vous serez poursuivi comme un fonctionnaire, comme un agent de roulage. Comment ça? C'est ça le droit pénal. Même si vous n'en avez pas qualité. Mais c'est ça, vous êtes un civil. Vous vous procurez une tenue de Pentagone. Vous connaissez la tenue de Pentagone? Oui. Tâche. Tâche là. Et vous vous habillez ça. Et vous vous mettez au coin. Vous commencez à estorquer les gens à l'image d'un militaire. On vous appréhende. Vous serez jugé devant la justice militaire. Même si vous découvrez que c'est un faux militaire. Ça c'est un. Deuxième niveau, parce qu'on doit aller vite, c'est le traitement qu'on a réservé à cette dame. Le droit pénal n'est pas une vengeance. Là, j'aimerais aussi que vous parlez aussi en tant que juriste et en tant qu'aussi expert de droit de l'homme. Mais c'est ça. Oui. On parle du droit à la présomption d'innocence. Même si on l'a attrapé en flagrance délit, il n'est pas encore auteur d'une infraction du braquage. Tout à fait. Parce que si la médecine établit qu'il souffrait de la démence, elle bénéficie de ce qu'on appelle les causes de non-imputabilité. Ok? Elle ne sera pas infractrice, auteur d'une infraction. C'est pourquoi il fallait toujours l'appréhender tout en considérant sa dignité humaine. Ce qui fait que elle va répondre de ses actes, mais de l'autre côté, les agents de l'ordre, de la garde républicaine, de la police militaire et de la police, ils vont répondre aussi pour les actes infractionnels relatifs aux violences sexuelles. Mais aussi, l'argent qui a disparu, il faut que les enquêtes soient ouvertes pour établir aussi des responsabilités. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau comme le dossier est pendant. Et maintenant, lorsque le militaire on dit, parce que le militaire qui a envoyé les vidéos, même ces derniers-là sont interpellés, ils disent que, parce que le fait d'avoir divulgué sa nudité sur les réseaux sociaux, il y a certains militaires qui sont poursuivis. Et j'ai vu ces derniers prenant la défense que c'était pour faire les rapports à leur hiérarchie, pour leur présenter la version des faits, comment les choses évoluent,
et comment est-ce qu'ils ont appréhendé Madame Honorine, mais ils n'ont pas pu publier. Est-ce que là, on peut parler aussi, on peut parler aussi, ils peuvent être aussi poursuivables. Est-ce que ce sont ces militaires-là qui ont rendu ces vidéos virales sur le réseau, ou soit la population qui filmait là? Non, le problème c'est que lorsque Madame Honorine Porsche était déjà maîtrisée, pourquoi aller jusqu'à fouiller et la déshabiller? Là, il y a la sémiologie judiciaire. Les sèmes, les signes qui montrent qu'on avait la volonté de voir la nudité de cette dame. La volonté. Oui. Du fait que on la déshabille et on la filme, on publie. Et puis on publie. Or, avec la loi cadre sur les télécommunications, le fait de filmer seulement cette nudité, même avant de la publier, c'est déjà une infraction. Maintenant, la publier et dans les réseaux sociaux, ça devient aussi une autre infraction. Partager cette vidéo aux gens, c'est aussi une infraction. Donc si on avait une cyberpolice, toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo de Madame Honorine exposant sa nudité, tous aussi devraient répondre devant la justice congolaise. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maître Montpili, nous allons... On a fini pour Madame Honorine. On a fini pour Madame Honorine de la didate. En quelques minutes, on prend un peu beaucoup de temps. Pour la didate, pour la didate, est-ce que ça valait la peine? Nous avions vu, il y a un général que j'étais son nom ici, qui, en descendant sur l'avion, s'est embrassé avec sa femme en tenue militaire. La vidéo est là, circule encore. Et madame, est-ce que c'est là, vous, en tant que juriste, normalement, vous avez dit que vous enseignez le droit militaire. Est-ce que c'est une infraction réellement? Il y a un problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est temps que je viens de publier mon... c'est là où j'ai porté ça. Parce que ça, c'est tout un ouvrage sur qui résume les droits de la presse en ligne. Le droit des médias en ligne. Vous trouverez aussi le droit pénal de la presse, ici. Mais je viens de publier aussi un autre ouvrage sur le droit de la preuve électronique. Et le dernier ici que je vais... Le droit de la preuve électronique. Je vais bientôt aussi faire publier aussi l'autre sur le droit pénal du numérique. Parce que comme c'est un nouveau droit, et c'est un droit qui a évolué avec la jurisprudence, en contradiction avec les principes sacrosés du droit pénal, nullum crimen nullum poena sine lege. Parce que c'est ça le principe phare. Il n'y a pas d'infraction sans loi, il n'y a pas de peine sans loi. Mais la cybercriminalité telle qu'elle a évolué en France, en Belgique et ailleurs, c'est d'abord la jurisprudence. Parce que lorsqu'on interroge la loi était toujours lacunaire. Aujourd'hui, nous parlons de la femme qui a utilisé un jouet pour réussir son coup de braquage. Mais demain, M. Alias, nous allons vivre aussi d'autres problèmes. Tels que il y a une femme qui va accuser son mari parce que son mari couche avec un robot. Vous voyez les robots sexuels aujourd'hui. C'est tellement comme une femme qui lui donne toute satisfaction. Mais la Bible est lacunaire. Lorsque la Bible parle de l'adultère, de la fidélité, c'est par rapport à une autre femme, une personne. Donc vous voyez que même la Bible devient lacunaire. Ou de la fidélité, c'est par rapport à un homme avec une autre femme. Lorsque le code pénal sanctionne l'adultère,
c'est lorsqu'un homme couche avec une autre personne féminine, ok? Mais maintenant, demain, lorsqu'on attrape un homme avec un robot sexuel, comment vous allez punir ça? Parce que dans la loi, on parle d'adultère si avec une autre personne. C'est là maintenant que la jurisprudence intervient, parce que le juge pénal est appelé à créer une règle juridique. Et là, c'est l'interprétation téléologique. C'est pourquoi nous, les cyberjuristes, nous avons toujours eu le temps de développer la discipline qu'on appelle la philosophie du droit, le droit naturel, pour nous donner la capacité d'être des futurologues en fait de prévenir. Donc, maintenant, Madame Sarah, et adjudante Sarah, Ah oui, l'adjudante on Sarah. va aller vite. Résumé des faits. En tenue militaire, tâche, tenue de combat, elle embrasse son fiancé civil. Son Et mari, c'est un civil. c'est un civil. C'est là il y a un problème. Et puis, là, l'image est diffusée dans les réseaux sociaux. Et qui diffuse les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, c'est un photographe, on dit c'est un tiers. Là, il y a un problème. D'abord, s'il faut parler des droits de l'image, étant que spécialiste des droits des médias, non? Excusez-moi de prendre 2 minutes là, parce que des spécialistes en droit des médias dans notre pays, nous ne sommes pas 3 aujourd'hui. En ce qui concerne les droits de l'image, il y a 2 phases d'autorisation. L'autorisation de prise d'image, c'est-à-dire vous avez les droits, on vous autorise de prendre les images, même dans une fête. Mais pour diffuser, il faut avoir une seconde autorisation. L'autorisation de filmage et l'autorisation de diffusion. Voilà. C'est que vous venez dans une fête où vous trouvez des mariages d'un ministre, d'un général, ou le président de la République. Vous avez droit de prendre des photos. Vous vous limitez là. Mais vous n'avez pas droit de diffuser ces images, et surtout dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont assimilés aux médias. Pour les diffuser, il faut avoir l'autorisation. Et si vous le faites en l'insi du concerné, là vous portez atteinte à son droit à l'image. Donc, adjudante Sarah pourrait poursuivre les photographes. Mais il y a un problème avec notre code actuel, code du numérique. Code du numérique. Du 2023. Oui. Je l'avais souligné. Il n'y a pas le professeur Eberronde. Oui. Au Congo, on ne consulte pas les experts. Ce code a introduit une disposition, je crois, de l'article 230 qui avait circulé, qui dit le fait d'initier, de publier, de partager une information, ok? Après, non, le fait d'initier, de publier une information qui est fausse et qui porte atteinte à une personne à travers les systèmes informatiques dans les réseaux sociaux, vous êtes passible d'une amende de 500 à 1 million et puis d'une prison. Là, on a introduit quelque chose de grave. Ce qui fait que, aujourd'hui, alias, si vous publiez une photo sur les réseaux sociaux qui porte atteinte, comme c'est le cas, vous ne pouvez pas être poursuivi parce que les codes du numérique vous autorisent. Mais on ne peut vous poursuivre si cette information est fausse. Or, la photo n'est pas fausse. La photo est réelle. Donc, vous voyez que ça devient compliqué avec les dispositions qui ne sont pas, qui n'ont pas tenu de l'interdépendance. Mais, lorsqu'on interroge les codes pénals militaires, les codes, les droits pénal de médias, il n'y a pas vraiment une infraction claire. Non, on ne parle pas de médias. Elle n'a pas publié dans le média. Non, j'ai dit, elle a publié sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Soyez concentrés sur des questions très techniques. Je parle de... Les réseaux sociaux aujourd'hui sont assimilés aux médias.
C'est ça que dit les textes. Oui. Les réseaux sociaux sont de médias. Oui. Oui, ce sont de médias Mais aujourd'hui, le YouTube, ça fait partie de quoi? Nous, ici, nous exprimons sur base de quoi? Oui, c'est un média. Oui. Mais Facebook n'est pas considéré. Avoir un compte Facebook, ce n'est pas un média. Non, c'est un média. Ça dit quoi? C'est ça que dit le droit congolais. Oui. En ayant seulement un compte Facebook, donc vous avez un média directement. Ici, Vous êtes au média au sens littéraire du terme de faire la médiation, de publication. Je pense que c'est ma thèse de doctorat. Je vous dis, nous parlons aujourd'hui des médias traditionnels ou classiques et les nouveaux médias qu'on appelle tout ce qui est amené avec la révolution numérique. Ce qui fait que l'infraction qu'on appelle le délit de presse, Voilà. dans ma doctrine, si les réseaux sociaux, par voie électronique, j'appelle ça cyberdélit de presse, sont faites, les infractions-là, par n'importe qui. C'est pourquoi même votre corporation qui parle de dépénalisation du délit de presse, de la presse. c'est l'illettrisme. On ne peut pas dépénaliser un délit de presse parce que le délit de presse est une infraction matérielle. Tout le monde peut commettre le délit de presse. Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, le fait que vous soyez médecin, moi je suis invité ici. Tout ce que je peux dire qui dérive, qui porte atteinte à la dignité des gens, je suis dans les délits de presse. Alors, monsieur le professeur, oui. J'aimerais que vous parliez de droit militaire. Parce qu'on parle de la didette, et est-ce que réellement ça valait la peine qu'elle soit poursuivie? C'est ça. Très bien. C'est ça la préoccupation. Une bonne question. Maintenant, elle n'a pas été poursuivie pour tout ce qui est infraction de la presse, lié au délit de presse, c'est-à-dire des faits de publication. Mais le juge pénal militaire l'a condamné pour violation des consignes. Et c'est là où ça devient intéressant et très complexe pour les avocats civils, les juristes civils. Moi, je vous parle, heureusement, je suis un ancien officier formé de l'OTAN, je maîtrise ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu un télégramme de l'état-major qui a interdit officiellement à tout membre des forces armées, de la police nationale, du service national, de publier les photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Et pour les réseaux sociaux. Tout ça, c'était pour faire quoi? C'était pour préserver l'honneur, mais aussi la sécurité sur le plan des opérations militaires. Parce qu'on voyait certains militaires au front qui se filmaient, ne sachant pas qu'en se filmant et en publiant, ils se faisaient géolocaliser. Mais autre chose, il y avait des militaires qui se filmaient en train de manger, en train de boire, en train de danser, et ces images faisaient des baises sur les réseaux sociaux. D'où il y a eu interdiction. Et cette interdiction-là, c'est ce qu'on appelle consigne d'alarme. Donc, conformément à l'article 113 du Code pénal militaire, qui parle des infractions aux consignes, qu'est-ce qu'on entend par consigne, M. Alias? Consigne, il faut attendre notamment toute mesure prohibitive, interdiction, instruction formelle donnée aux membres des forces armées ou des corps assimilés. Corps assimilés, c'est la police nationale et les services nationaux. Donc, quiconque au service des forces armées, de la police nationale et du service national viole une consigne générale donnée à la troupe ou à une consigne qu'il a personnellement réussi, mission de faire exécuter ou force à une consigne donnée à un militaire est puni de 3 ans à 10 ans de servitude pénale. Et si on est en état de guerre, comme c'est le cas,
attention. Et si cette violation entraîne des conséquences graves, c'est punissable jusqu'à la peine capitale. Maintenant, en droit pénal militaire, il y a des terminologies qui échappent à la rigidité épistémologique du droit pénal, qui veut le principe de l'interprétation stricte de la loi. Donc, lorsqu'on parle de la consigne dans l'armée, on te dit c'est toute mesure qui interdit ou qui oriente. Si tu violes ça, tu violes la consigne. S'il vous plaît, maître. Oui. J'aimerais demander à la technique. D'ailleurs, maestro, je vous ai envoyé une photo là. Oui. Où partant de ce que vous dites là, j'ai envoyé une photo que nous allons suivre. Où au front, je parle bien au front, non FARDC au front, avec l'armement bien armé, se sont photographiés volontairement. Ils ont quitté le front et venir se photographier. Vous voyez la photo. Ça, c'est notre confrère Israël Mutombo qui est parti visiter nos troupes au front pendant que la guerre était vraiment intense entre la RDC et le Rwanda. Et le Rwanda, on voit les militaires avec des commandos, avec des armes. Donc, ils se sont photographiés volontairement. Et publié cette photo. Et publié. Récemment même, Israël Mutombo vient de publier cette photo. Est-ce que le service, on peut considérer que la même infraction que la didette avait commise, c'est celle aussi qui pourrait peut-être être aussi attribuée à ces militaires? Monsieur Elias, Platon, depuis Platon, il disait déjà que la justice n'est pas de ce monde. Ok? C'est pourquoi vous verrez qu'au Cameroun, il y a un président qui est réélu 10e fois. La France était. Il y a un président au Côte d'Ivoire qui est réélu. La France était. En Zambie, il y a une présidente qui s'est fait réélire et le monde parle. Et ici au Congo, il y a Joseph Kabila qu'on a dit non, il faut limiter les mandats. Ok? Donc, chaque jour, nous vivons ça au Congo. Dans notre pays, nous avons une justice pénale qui voit les communicateurs privés des chefs de l'État insulter les militaires qui sont au front, insulter les généraux qui sont au front, insulter les collaborateurs du président de la République, ça a été interpellé, nu, inquiété. Mais il y a d'autres, s'ils osent faire ça, immédiatement ils sont arrêtés brutalement. Nous voyons, il y a des journalistes, même à la RTNC, qui font appel à la haine, à la violence, mais sans être interpellés par votre CSAC, par votre UNPC. Mais d'autres, si vous osez seulement faire peut-être le 1/10 de cet acte-là, vous êtes vite interpellé et peut-être sanctionné sans droit de la défense. Ça, c'est un. Ici, je parle de principe. C'est que, selon les principes, je vous ai dit, il y a certains mots, certaines terminologies qui n'ont pas un champ décisionnel. Quelle est l'infraction la plus... Où est-ce que vraiment l'infraction est consommée entre maestro, entre les deux photos, entre la photo qu'on vient de suivre là, Israël et la photo de la femme. Montez la photo de la femme. La photo de la femme, et technique, est-ce que vous avez la photo de la femme? Entre ces deux photos, vous voyez, la femme qui embrasse son fiancé dans un studio, et nos forces armées, nos FARDC, qui se photographient au front. Où est-ce que... Voilà. Voilà, ça c'est la femme. Voilà. Le problème c'est quoi? Eh bien, entre cette photo Hein? et la photo d'Israël Mutombo avec le troupe au front. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous pouvez me trouver aussi l'autre photo là, l'autre photo, entre ces deux photos là? Où est-ce que vraiment réellement le juge pourrait vraiment... Bon, regardez la photo de Israël Mutombo. Par rapport à la consigne,
c'est filmé au front, mais c'est publié après quelques jours. Non, c'était publié le même jour. Le même jour. Le même jour. Le même Israël Moutoum avait publié pendant qu'il était là. Il était le jour. Il était rentré plutôt ici à Kinshasa. Non, il y a ce que toujours on appelle, lorsqu'il y a une disposition légale, ce qu'on appelle l'élément axiologique, la valeur sociale protégée. Qu'est-ce qu'on protège dans cette consigne? J'ai dit, éviter la géolocalisation. Mais ici, il y a la géolocalisation. Ça, on ne sait pas. Oui. Et s'il y a la géolocalisation, c'est une violation des consignes. Et là, le journaliste et même l'officier le plus gradé devraient répondre. Mais le journaliste. Mais le journaliste, c'est lui qui a publié, non? Oui. Oui. C'est lui qui a publié. Oui. Bon, c'est vous qui me donnez les faits. Tout à fait, c'est lui qui a publié. Mais oui. pour notre sœur adjudante, Sarah, regarde. Vous regardez la photo. Ici, ce n'est pas le problème de la sécurité de l'armée. C'est-à-dire si le plan de sécurité, de positionnement, la géolocalisation. Ici, c'est par rapport à atteinte à l'honneur de l'armée. Voilà, c'est-à-dire quoi? Vous avez vu, elle est en tenue de combat. Lorsqu'on est dans l'armée, quand on a appris les règlements militaires, la tenue militaire est subdivisée en 3. Il y a une tenue des combattants, c'est cette tenue-là, tâche-tâche. Il y a une tenue de gala et il y a une tenue, pas de cérémonie. Ça fait plusieurs années, je commence un peu à oublier. Oui, je comprends. Vous verrez que ça se comprend. Vous verrez que le jour où elle s'est mariée, avec l'autre tenue, elle a porté la tenue des cérémonies. Mais là, elle est en tenue de combat. Tâche. Tenue à l'okoum. Et je vous d'abord une parenthèse. Pour dire quoi? Même si elle pouvait être condamnée à faire la prison ferme, adjudante Sarah avait toujours droit au mariage. C'est vrai ça. On peut être prisonnier, condamné à mort. On te sort? Non, mais le mariage, ça peut quand on déplace l'officier de l'état civil. Aujourd'hui, il y a une pratique, on parle de mariage, là, on appelle quoi? Là où les gens sont alimentés, ils déplacent. Oui, le mariage civil. On appelle ça des mariages, là, au lieu de le faire dans une salle. Oui, on appelle ça mariage de quoi? Il y a un terme là. Vous n'êtes pas encore fiancé. Il y a un terme là. Même Derrick, il ne connaît pas ça. Alors, c'est que on déplace l'officier de l'état civil. Si par exemple un des mariés est malade et qu'il est à l'hôpital, l'officier de l'état civil peut sortir. Ok. Un des mariés, un des conjoints souffre de l'AVC et qui ne peut pas se déplacer. L'officier de l'état civil peut se déplacer. Un des conjoints est hospitalisé, un des conjoints est prisonnier. Ok? Ou un détenu. L'officier de l'état civil se déplace pour officialiser le mariage. Maintenant, ici à Kinshasa, on prend ça comme quelque chose de, de prestige. Il y a violation déjà. Non, quelque chose de prestige. Alors, pour moi, lorsqu'on apprend que le mariage ne se fait pas devant à la commune et que ça va se faire en dehors, je suppose que soit un des conjoints est malade ou un AVC ou elle a un problème de santé. Monsieur le professeur, parlons autre Alors, sujet. le problème, c'est quoi? C'est que dans cette photo, pourquoi maintenant on interroge, on parle de la violation de consignes, c'est-à-dire ça porte atteinte à l'honneur de l'armée. Parfois on fait la comparaison avec un général homme, et ici on parle d'une adjudante, c'est-à-dire une femme. Dans notre, lorsqu'on parle de l'honneur, atteinte à l'honneur, c'est par rapport aux mœurs, aux us et coutumes. Dans notre coutume, les jours où vous allez faire l'armée, quand vous êtes recruté, on vous dit que toutes les bonnes lana, c'est pour vous. Mais on ne dira jamais à une femme recrue que tous les beaux gosses seront pour vous. Mais on va vous dire que le corps d'une femme militaire n'est pas
accessible aux civils. Parce qu'un civil est traité comme un vaurien, comme un illettré, comme quelqu'un qui est sale. C'est ça, c'est que lorsqu'on comprend quand on est dans l'armée. Même quand les militaires vous font des salis là avec honneur, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie constitutionnelle. Donc, Hypocrisie constitutionnelle. oui, oui. C'est-à-dire, Merci. maintenant pour un militaire, voir une femme militaire avec une tenue militaire, baiser un civil, ça frise l'honneur. Je vous parle, nous sommes dans un champ culturel. Merci. Maintenant, je peux citer. Oui, oui. Vous verrez que lorsqu'on est en tenue, la tenue militaire, un bon officier, ex-phase de l'époque, il ne pouvait pas porter son bébé lorsqu'il est encore en tenue. Aller au Kabadjadjing, aller au camp Kokol, demander les officiers de l'OTAN. Il est strictement interdit, lorsqu'on est encore en tenue, de porter un bébé. On ne peut pas le faire. C'est la même chose. Cette dame, lorsqu'elle est en tenue, son mari ne peut pas l'envoyer. Lorsqu'elle est en tenue comme ça, tache, elle ne peut pas servir son mari à la maison. À la maison. Elle doit d'abord changer la tenue, l'uniforme combattante, porter les habits civils. Là, elle devient épouse. Parce que dans l'armée, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un officier dans la maison, il prend sa chemise avec des galops. Il sèche ça dehors. Si vous passez, vous êtes sous-gradé, vous devez saluer. Si vous ne saluez pas, vous allez répondre. Maintenant, dans l'armée, il y a deux sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité judiciaire, lorsque vous violez les codes pénals et militaires, mais il y a des responsabilités disciplinaires lorsque vous commettez ce qu'on appelle faute disciplinaire. Avec le droit. Ici, s'il vous plaît, je vais citer là. Oui, oui. Moi, dans la première approche, pour cette dame, pour moi, je voyais qu'elle devrait recevoir ce qu'on appelle la discipline du corps. Ça veut dire quoi? La discipline du corps, c'est-à-dire elle a violé une faute disciplinaire, elle a violé la discipline, une consigne disciplinaire, et qu'elle doit être punie dans l'armée. C'est-à-dire lorsqu'on est soldat des troupes, on fait des cachots. Elle, comme elle est agida, elle pouvait subir même ce qu'on appelle 45 jours d'ASA, c'est-à-dire arrêt sans accès. Vous êtes là dans la maison, vous ne pouvez pas sortir. Donc, ça c'est... N'importe quelle maison que l'officier va... Dans votre domicile, reconnu. Ok. Dans votre domicile. Bon. Ça, c'est un. Mais ici, le juge pénal a exploité l'infraction, c'est-à-dire de l'article 113, sur la violation de la consigne, et a intégré que le télégramme qui avait interdit la publication fait partie de ça. Et voilà comment cette matière. Merci, maître. Et maintenant, que dire de policiers qui jouent le winner en tenue militaire? Ça se voit partout, ça se publie chaque jour. Les policiers qui jouent le winner en tenue militaire. Il y a même des soldats en tenue de combat, comme vous l'avez appelé, qui jouent le winner. Que dire de tous ces gens? Seulement la jeune dame qui est partie se photographier pour un événement. Quand même, l'officier devait comprendre que c'était une occasion un peu particulière et il voulait peut-être communiquer que non, il voulait faire preuve. Et il a même dit, pendant sa comparution, que oui, on dit qu'à l'armée, les femmes dans l'armée ne se marient pas. Et là, elle se photographie avec les tenues militaires pour prouver que oui, des femmes militaires épousent aussi. Quand même, cet argument pourrait être fondé. Vous savez, on parle de la conception subjective. Pour elle voit ça, que c'était une manière d'honorer l'armée. Voilà. Ou les femmes militaires, qui non. Les femmes militaires ne sont pas de mauvaises mères. C'est une manière aussi pour mais vous encourager pouvez les jeunes filles. être mère avec ça.
Mais ce que je vous dis, quand on est interrogé là, quand elle était au centre d'instruction, je pense qu'elle a fait le centre d'instruction. D'ailleurs, moi, je regrette comment elle est agitante. Parce que c'est une fille vraiment lettrée. Elle devrait être capitaine et lieutenant. Moi, je l'ai suivi dans beaucoup de conférences. Hein. Elle devrait être conférencière. Oui, pourquoi elle n'a pas fait l'effort? Elle devrait être vraiment officier. Alors, le problème, c'est que quand on fait un centre d'instruction, on vous dit déjà que qu'est-ce que l'appréhension d'un militaire vis-à-vis d'un civil. Donc, la femme, son corps comme elle est militaire est sacré. Et besoin civil, c'est comme vous êtes en train de déshonorer le corps, la tenue. Et le problème, c'est que, comme je vous disais, il y a dans le code pénal militaire, tout dépend de l'interprétation du juge. Merci. Vous savez, par exemple, vous devez faire très attention. Vous parlez des cas d'Israël et Mutombo. Vous parlez des cas d'autres journalistes qui parlent, par exemple, que non, il y a beaucoup de généraux qui sont achetés, hein, au lieu de, on parle de 50 000 hommes, alors qu'on paye 50 000 hommes, alors qu'au front, il n'y a que 10 000 hommes. Mais on peut vous poursuivre pour ce qu'on appelle violation des secrets de la défense. C'est-à-dire, le secret de la défense, c'est une terminologie qui n'a pas un champ définitionnel. Vous le faites de même s'il y a violation. Même s'il y a le détournement à l'intérieur, on ne peut pas dénoncer le secret de la défense. Mais je dis, ça dépend du juge pénal et militaire. Il peut vous interpeller. Donc nous sommes journalistes, un journaliste peut dévoiler. Non. Non. C'est pourquoi le secteur de l'armée, c'est un secteur codé. Merci. L'armée a ses journalistes. Si vous le dites, peut-être les chiffres qu'on avait donnés de 50 000 hommes, c'était pour dissuader les Rwandais, l'ennemi. Mais vous dites que non, ils ne sont pas 50 000 hommes. Il n'y a que 5 000 hommes. Merci, maître. Vous violez le secret de la défense et vous encouragez l'ennemi d'avoir le courage pour attaquer nos positions. Donc c'est un peu ça. Merci, maître. C'est un secteur très complexe. On va parler très vite le dossier de la réouverture de l'aéroport de Goma. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, vient d'affirmer que ça dépend de la volonté du gouvernement, que si cet aéroport est toujours fermé, c'est parce que le gouvernement n'a pas coordonné les go pour sa réouverture. Est-ce que c'est vraiment... C'est vrai, selon d'autres, beaucoup de sources disent que bon, ce n'est pas important de dévoiler certaines choses, mais j'aimerais avoir un peu votre version des faits. Est-ce que c'est réellement cet aéroport fermé, la réouverture de cet aéroport est entre les mains du gouvernement congolais? Oui. D'ailleurs, moi, je m'étonnais quand le ministre... fermé. C'est le gouvernement congolais. Donc, c'est l'autorité de l'aéronautique civile. Donc, moi, je m'étonnais quand j'ai suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Quand il disait que non, ce préalable doit être discuté avec les autorités des faits, c'est-à-dire les FCM 23, parce que qui contrôlent. Non, depuis longtemps. Parce que nous battions pour la réouverture de cet aéroport. Nous battions pour la réouverture. Oui. Donc la fermeture, c'était pas le gouvernement congolais. Non, comment on doit se battre à une chose qu'on n'a pas fermée? Non, c'est le gouvernement qu'on a fermé. Mais il y a un problème, c'est-à-dire des choses. Il y a un problème au niveau juridique, c'est-à-dire l'autorisation, pour qu'il y ait des vols sur l'espace congolais ou au niveau de tous les aéroports congolais. Il faut que ça puisse obtenir l'autorisation de l'aéronautique civile. Parce que c'est lui qui doit identifier l'aéronef. Chaque aéronef a son numéro. Son numéro matricule. Le matricule des pilotes. Le passager, ils sont à combien, pour la destination et puis pour quelle fin. Et c'est par après qu'on donne l'autorisation. Alors, pourquoi moi après la chute de Goma et de Bukavu,
l'aéroport international de Goma a été vraiment le champ de bataille. Oui. C'est-à-dire il y avait un problème des infrastructures. Il fallait remettre tout ce qui est là, le radar, tour de contrôle, tout, comme infrastructure qui pouvait permettre la navigation aérienne. Maintenant, il y avait une tentative de restauration de ces infrastructures-là pour évacuer les militaires sud-africains. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi moi, mais moi je n'étais pas content avec l'interview du ministre Mouyaya. Pourquoi? Lorsqu'il s'est dit non, il devrait laisser l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda être consommée. Parce que là, la responsabilité de la fermeture de l'aéroport allait incomber le Rwanda. Au Rwanda et aux rebelles, AFC. Maintenant, comme lui dit, c'est nous. C'est-à-dire la responsabilité, même pénale, qui relève des crimes contre l'humanité, repose sur le gouvernement congolais. Nous parlons des crimes de masse. Pour tout celui qui connaît les droits internationaux humanitaires, les droits des conflits armés, il y a le principe, on parle du principe de précaution, qui a été violé, et il y a le principe de distinction qui continue à être violé. Le principe de précaution vous dit il ne faut jamais élaborer un plan de guerre qui va mettre les civils en péril. C'est-à-dire, l'ennemi avance. Vous ne pouvez pas organiser les plans de défense dans la ville. Première chose. Cela n'a pas été observé. Mais à Bukavu, gloire à Dieu, la société civile, les monseigneurs, ils ont demandé. Deuxième principe, il y a le principe de distinction. Il faut toujours faire la distinction entre les combattants et les personnes qui ne prennent pas part au combat. Et qui sont ces personnes? Nous avons les personnes civiles, les blessés de guerre, c'est-à-dire les ennemis qui sont des blessés de guerre, les journalistes, les agents par exemple de la Croix-Rouge, tous ces gens-là ne prennent pas part à la guerre. Ils ne doivent pas subir les conséquences néfastes de la guerre. Alors, lorsque vous fermez l'aéroport, lorsque vous fermez les systèmes bancaires, mais ce n'est pas la première guerre d'agression. Maréchal Mobutu qu'on a traité de démons. Maître, s'il vous plaît, maître, avant de continuer avec votre argumentaire, votre argument là très pertinent, j'aimerais d'abord comprendre sur les faits. Moi, je suis vraiment journaliste, je n'aime pas trop sur le verbiage, je pars sur les faits. Les faits que l'aéroport est fermé. Cet aéroport est occupé par le rebelle, par Nanga. C'est Nanga qui contrôle cet aéroport. Jusque-là. Est-ce que le gouvernement congolais peut se dire aujourd'hui que cet aéroport peut se décider pour la réouverture de cet aéroport et cela peut être, et Nanga peut accepter cela? J'ai dit ceci. Nanga n'a pas l'autorité de l'aéronautique civile. Mais il va bombarder. Il ne va pas bombarder, maître. Non, monsieur le professeur. Écoutez, allons dans les faits. Oui. Dans les faits, là, le gouvernement décide de la réouverture de cet aéroport et on affecte des vols. La délégation du gouvernement dans un jet privé pour atterrir à Goma, Nanga à Goma. Est-ce que ça pourrait être faisable? Je vous dis ceci. Est-ce que je dois aller avec la méthode inductive ou déductive? Non. Que le gouvernement fasse sa part. C'est-à-dire lever la mesure d'interdiction ou de fermeture de toutes les pistes d'atterrissage et de l'aéroport international de Goma.
Parce que c'est pour la première fois que les gouvernements centraux prennent cette mesure. Que ce soit de la fermeture des aéroports, que ce soit des fermetures des systèmes bancaires. Pourquoi autant de Mobutu, à l'époque du maréchal Mobutu, lorsque l'AFDEL a pris Goma, Bukavu, Kisangani, Mobutu n'a pas pris la décision de fermer l'espace aérien. C'est tout simplement parce que les ex-FAS, les brevetés d'état-major, qui ont appris les droits de la guerre, ne pouvaient pas conseiller à Mobutu de le faire pour ne pas répondre demain comme auteur de crimes contre l'humanité. Parce que l'aéroport de Goma, s'il y a les avions pour des faits humanitaires, par exemple, les avions de la Croix-Rouge, les avions de PAM, pour venir larguer, pour venir déposer la nourriture, pour faire des déplacés, ça, ce sont des vols à caractère humanitaire. Et c'est Kinshasa qui donne l'autorisation. Mais si maintenant les rebelles placent des canons, des grosses pierres pour empêcher l'atterrissage. Mais ce qui a été fait, ce qui a été fait par Nanga, c'est Nanga qui avait poussé cela à la prise de Goma, mais maître, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le pire qui se trouve à l'aéroport de Goma a été posé par Nanga. Je dis ceci. Quand j'ai suivi l'interview du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, je me suis dit il fallait laisser la responsabilité, ok, de cette violation du principe de distinction qui impacte au crime contre l'humanité au Rwanda et aux rebelles de l'AFC. Donc selon vous, mais on vient de laver le Rwanda, le gouvernement vient de laver le Rwanda. Mais avec la réaction de notre ministre des médias, Patrick Muyaya, qui dit que non, la seule autorité qui peut autoriser la réouverture ou l'activité de l'espace aérien, la navigation aérienne dans l'espace occupé, c'est seulement Kinshasa. Et nous avons pris des mesures pour fermer. Là, vous êtes journaliste, non? On vous a parlé des faits, non? C'est ça, nous sommes dans les faits. Alors, le ministre rwandais dit il faut coopérer avec l'AFC pour la réouverture. Pour l'opérationnalisation de l'aéroport. Mais le ministre congolais vous dit non, ce n'est pas eux. C'est nous qui avons pris ces mesures pour fermer. Et quand vous interrogez la législation ou la norme internationale sur l'aviation, c'est Kinshasa qui a les droits de fermer ou de ne pas fermer. Nous sommes dans un cas particulier. Parce que je vous dis ceci, c'est pourquoi je voulais vous retourner dans la méthode historique. Je vous dis, à l'époque de l'AFDEL, Goma, Bukavu, Kisangani sont tombés, mais Mobutu ou l'autorité de l'aéronautique civile, la RVA, n'ont pas pris ces mesures-là. Pourquoi? Parce que ces mesures exposent les autorités aux crimes contre l'humanité. Parce que quand vous fermez les aéroports, vous punissez les civils, or les civils ne prennent pas part au combat. 2. Quand vous fermez des banques avec les comptes des commerçants, tout des fonctionnaires donc qui même ne touchent les plus. banques, c'est le gouvernement qui a... Mais c'est le gouvernement congolais qui a bloqué. Oui. Et... Ici, quand moi je suis sur le plateau, je profite pour dire, pour parler de ces choses, pour que le président de la République, pour que les gens, les autorités de la sécurité qui font le monitoring, puissent nous suivre. Ceux qui aiment le président, il faut dire, président, vous avez été piégé. Il faut lever cette mesure. Parce que voilà, les droits de la guerre ne veut pas que vous puissiez punir, prendre des mesures qui punissent en même temps les gens qui ne prennent pas part au combat. Ça s'appelle le principe de distinction. Même s'il veut mettre, monsieur le professeur,
même si le gouvernement prend la décision d'élever toutes les décisions prises pour Goma, est-ce que ces décisions seront vraiment comprises par l'autorité qui gère, les autorités qui gèrent Goma présentement? Vous venez de parler de la banque, Est-ce que mais vous savez que Nanga a déjà nommé, a déjà désigné les gens dans des banques là-bas? Kadeko, Nanga a placé ces gens. Et vous décidez pour la réouverture de Kadeko à Goma. Avec quel animateur? De Nanga. Je vous dis ceci. Est-ce que ce n'est pas une manière de vraiment de flouer l'opinion pour prouver que non? C'est nous, mais réellement, même si le gouvernement prenait la décision, est-ce que c'est ça la préoccupation? Est-ce que si le gouvernement prenait la décision, que le gouvernement fasse sa part, que le gouvernement fasse sa part. Nous sommes dans plusieurs couloirs internationaux. Moi, je voyage à Genève. Je serai à La Haye avec mon argent. Il y a des délégations gouvernementales qui vont à Genève et on dépense des millions. Ça à prendre. J'enseigne les droits internationaux humanitaires dans des grandes universités au monde avec mon expérience. Je vous dis ceci. Nous ne sommes pas dans des nouveautés. Au braquage avec jouer, au bien publication dans les réseaux sociaux, alors que l'armée de Mobutu, il n'avait pas de réseaux sociaux. Ici, nous parlons de choses qui ont existé. Depuis 1964, l'aéroport de Goma, de Kisangani, ont été occupés par les rebelles. Mais on n'a jamais pris cette mesure de fermer les aéroports. On arrive à 1996, octobre, Goma Bukavu tombe. Mobutu n'a pas pris cette mesure-là, de fermer des banques, de fermer les aéroports. Kabila le fait. Nous arrivons en 1998, les RCD. D'abord, avant les RCD, c'était l'armée rwandaise qui avait pris Goma et Bukavu. C'est après qu'on a créé que les RCD vont venir. Mouzé Laurent Désiré Kabila, ancien grand rebelle, le plus grand rebelle d'Afrique. Il n'a jamais pris cette décision. Au contraire, il y a l'argent qui quittait le gouvernement pour payer les fonctionnaires sous l'occupation du RCD et du MLC. Mais il y a eu après la précaution parce que du côté du MLC, on aurait appris qu'il y avait même des détournements de cet argent. Nous quittons là. Sous Kabila, bon, on n'a pas pris vraiment Goma pendant plusieurs jours. Bon, il a pris, mais il y a mais on a Kundabatouare qui avait même volé l'argent. Kundabatouare. Oui, il a pris même plus de 80 000 $. Quelle banque? Il y avait des banques là de Goma. Oui. Mais on n'a pas fermé le système bancaire. Pourtant, la banque a été braquée. Tout simplement parce qu'on respectait les droits de la guerre. Parce qu'on peut tout oublier dans les droits de la guerre. Il n'y a que deux. Première chose, c'est la Convention de Genève. Deuxième chose, c'est la Convention de La Haye. La Convention de Genève, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger les non-combattants, les gens qui ne prennent pas part aux hostilités, d'être victimes de tout ce que vous faites comme dans vos affrontements. La Convention de La Haye, les méthodes, les techniques de combat, l'armement que vous utilisez, attention, il ne faut pas que ça puisse faire quoi? Ça puisse déborder pour causer des conséquences aux gens qui ne prennent pas part aux hostilités. C'est tout. Merci maître. Merci monsieur le professeur de vos éclaircissements. Nous allons passer à un autre sujet. Donc ici les gens parlent. Je ne coste. Les jours que les gens vont commencer à documenter les victimes de ces mesures-là qui violent les principes de distinction. Bon, le gouvernement congolais a violé les droits de la guerre. J'ai dit. Les droits de la guerre aussi a un code pénal?
C'est ça, je demande. C'est vous qui êtes, c'est vous qui êtes expert en C'est-à-dire- la matière. Lorsqu'on parle des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, hein, Mm. les infractions là, qu'on parle de crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et demain ce sera crime d'agression. Il y a le deux là, crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est là où on parle de... Ça se situe dans ce qu'on appelle tout ce qui est le non-respect des droits internationaux humanitaires. merci. Vous n'avez pas parlé de Boulos, qui parle de violation de l'accord de Doha entre Kinshasa violé, M23 FC a violé, tandis que le processus est à Doha. Que dites-vous? Bon, là, il a renvoyé les deux parties dos à dos. C'est-à-dire, il y a une légitimité internationale de fait sur la partie AFC M23. C'est-à-dire, on est en train de reconnaître l'existence de l'AFC et que ces positions ne doivent pas être attaquées par l'armée gouvernementale parce qu'ils sont en pleine, pour parler, en pleine discussion. Bon, et tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on vous parle lorsqu'on est en droit international. Mon professeur Alexandre Kiss me le disait toujours, parmi les cuisiniers du droit international public. Il disait, la racine du droit international, c'est l'humanité. Le respect des droits de l'homme. Donc, lorsqu'on dit le non-respect de cesser les faits, parce que lorsqu'il y a le non-respect, il y a quoi? Quelles sont les conséquences? Les déplacements des populations. Merci. Il y a des populations qui meurent. Il y a ceci. Donc, pour protéger la population civile, on doit observer on doit les cesser les faits. C'est les faits. Merci, maître Carlos Montpilly, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Elias. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez toujours branchés, connectés, likés sur la chaîne de la Liberté, Télénews. Mais je vous demande, je voulais juste avant de remettre l'antenne à la technique, je m'aurais demandé à notre directeur général du musée que l'affaire... Oh, j'ai oublié de dire bonne fête du mariage à notre À qui? adjudante Sarah. Ah, ok. Ah, oui. Oui, si on a parlé d'elle, il fallait quand même la souhaiter bonne fête, hein, du Merci. mariage. Oui, Et tout à fait. que Dieu leur donne des jumeaux et que les couples soient quand même heureux. Voilà ce que je peux dire et que je peux la souhaiter. Son mari est trop souriant là, regarde, ils sont très souriants. Moi je pensais même qu'il était militaire. Ah non. Merci beaucoup Derrick Lukeba, merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur la chaîne de la Liberté, Télénews, la situation qui se passe au musée, nous sommes informés, nous demandons à ceux qui enfreignent le loi de la République en travers dans cette institution de l'État de réserver de rétablir, si seulement ce qu'on nous a renseigné est vrai, il est de droit au directeur général du musée de revoir ce, comme le professeur l'a dit, il est temps de se rattraper et de rétablir les concernés, les renvoyer aux retraites à leur droit. Mesdames et messieurs, nous avons dit à bientôt. Au revoir.